The economic ills we suffer have come upon us over several decades. They will not go away in days, weeks, or months, but they will go away. They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Nancy, 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 with a laughing face. Ronald Reagan était arrivé au pouvoir en pleine crise économique et il avait promis une régénération spectaculaire de la santé du pays. Mais pas par le gouvernement, qu'il accusait d'avoir plongé l'Amérique dans le chaos. Sa solution consistait à abandonner le pouvoir à Wall Street et aux marchés financiers. C'était sur eux qu'il comptait pour guérir l'Amérique de sa langueur. Ce fut une fantastique occasion pour les banquiers de Wall Street, et l'un d'eux, un jeune homme travaillant pour une obscure petite banque nommée Drexel Burnham, s'en saisit. Il s'agissait de Michael Milken. Il avait inventé un outil qu'il pensait capable de régénérer l'Amérique. C'était une manière de lever d'énormes quantités d'argent pour le genre d'homme d'affaires avec lequel les autres banques ne voulaient pas frayer. Ce que nous leur offrions, c'était un mécanisme de financement plus puissant que tout ce que l'on connaissait, qui leur permettrait de rêver plus grand, de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant, de se libérer de leurs entraves financières, et d'imaginer ce qu'ils pourraient faire avec 30 ou 40% d'argent en plus. L'invention de Milken, c'était les obligations à haut rendement. Il les avait déjà utilisées pour lever des millions de dollars afin de bâtir de nouveaux casinos à Las Vegas. Les casinos étaient le type même des projets auxquels les banquiers traditionnels ne voulaient pas toucher, parce qu'ils étaient trop risqués. Mais Milken avait montré par l'analyse statistique qu'il était en fait intéressant de faire ces investissements à haut risque. Du fait de ce risque, on pouvait exiger un fort rendement. Et même si certaines sociétés mordraient la poussière, il suffisait de répartir largement ces investissements pour faire un solide profit sur l'ensemble de sa mise. En même temps, des nouveaux venus accédaient à l'argent que leur refusaient jusque-là les banques traditionnelles. Autrefois, avant Milken, le capital était aux mains des familles très fortunées, des très riches et très anciennes institutions américaines. Elles seules avaient accès au grand capital. Et pour les jeunes sociétés, pour les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, il était très difficile d'accéder à ce capital. Le long chemin était d'entrer en bourse. Et alors un jour, peut-être, vous pouviez lever de l'argent. Ce qui s'est passé, quand Milken a introduit tous ces éléments et les a mélangés ensemble, c'est que nous avons eu une démocratisation du capital. Le capital a cessé d'appartenir à cette toute petite élite, il a été accessible à tout le monde. Les banques traditionnelles traitèrent les instruments de Milken de junk bonds, d'obligations pourries. Mais dès le début des années 80, ces obligations connaissaient un immense succès. Milken avait fait des dizaines de nouveaux millionnaires et les investisseurs se bousculaient pour acheter des junk bonds. Mais pour Milken, ils étaient bien plus qu'un simple moyen de lever de l'argent. Les junk bonds étaient une arme puissante pour défier les puissances établies de Wall Street. Je ne pense pas que c'était l'argent. Je pense que c'était le pouvoir. Une soif de pouvoir qui le motivait. Il se sentait comme investi d'un rôle messianique. Il créait un nouveau monde à Wall Street, un monde dont il était l'arbitre. You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Milken comprit que dans la nouvelle Amérique de Reagan, les junk bonds seraient tout-puissants. L'un des premiers actes de gouvernement de Reagan avait été d'assouplir les règles régissant les prises de contrôle.
Cela signifiait qu'en s'appuyant sur les masses d'argent qu'il pouvait lever avec ses obligations à haut rendement, Milken pouvait maintenant s'attaquer aux plus grosses compagnies américaines. Ce serait extrêmement risqué, mais Milken était convaincu que les compagnies recelaient des actifs dormants qu'il pourrait transformer en formidables profits pour ses investisseurs. Pour cela, Milken avait besoin d'hommes de paille, de nouveaux venus, rapaces et impitoyables, qu'il financerait et qui mèneraient les batailles sanglantes à sa place. À New York, il trouva le candidat idéal, James Goldsmith. I believe in change, and I believe without change, you have decadence. Is it a coincidence that companies like the Bank of America, even General Motors, all these huge American companies, not to speak of the British ones, and not to speak of the ossified French ones, are becoming less and less competitive because they haven't dared undertake change. So if the choice is the harshness of change or the softness of no change, the ultimate result of the latter is infinitely worse. It's like saying it's too harsh getting up in the morning, why not stay in bed? It's very harsh and dangerous to go out into the street. It's exactly as though you said, in nature, there can be no continuity in nature because they're predators. And in fact, there were some game reserves set up by some well-meaning people who said this is horrible. These poor animals should live constantly under the threat of predators. Those animals subsequently became degenerate and died because predators are a necessary stimulant. And if you eliminate predators in business and just create comfortable bureaucracies and monopolies with no predators, you will have a dead industry. The prosperity of the country will shrivel away, and your people will suffer infinitely more than by being subject to the constant stimulation of threat and competition. Well, he was a very egotistic type. C'était un homme très égoïste, vous savez. He knew what he wanted. Il savait ce qu'il voulait obtenir. Et il n'avait pas beaucoup de respect pour la plupart des équipes dirigeantes auxquelles il s'est attaqué. Il pensait que ces sociétés étaient des proies faciles, ce qui s'est avéré juste. Good management does not stop at the mill door. A company picnic is a common example of industry as a social enterprise. And there's nothing cynical in saying that this pleasant scene of people eating barbecued chicken is a symbol of good business. For good fellowship begets cooperation, and cooperation is what turns out more and better goods, means more sales, more profits, more wages, and more fun for everybody. The highest standard of living in all history has been earned, bought, and paid for by a system in which our vast industrial resources are but the generating force of the greatest social enterprise the world has ever seen. Les grandes compagnies siégeaient au cœur de la vie américaine. Elles étaient bien plus qu'un moyen de faire de l'argent. L'idée de la société anonyme était née 50 ans plus tôt sous la pression des hommes politiques. Ils avaient voulu trouver un moyen de protéger les États-Unis du chaos grandissant du marché libre. I believe, and I've always believed, and I always will believe in private enterprise as the backbone of economic well-being in the United States. America have no quarrel with business. They insist only that the power of concentrated wealth shall not be abused. Roosevelt s'exprimait alors que l'Amérique était plongée dans le chaos économique. Le krach boursier de 1929 avait conduit les industriels à licencier des millions d'ouvriers. Les États-Unis étaient déchirés par les émeutes des ouvriers enragés par cette brutalité. Les sociétés anonymes furent expressément conçues pour éviter que cela se reproduise. À l'avenir, l'industrie serait gérée par des dirigeants professionnels, non par ses propriétaires. Les dirigeants n'auraient aucun intérêt dans l'affaire et la géreraient dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Le pouvoir rapace et dangereux des actionnaires serait contrôlé par cette nouvelle structure. Le pouvoir est passé des mains d'un homme. Il n'y avait pas de femmes, ou fort peu, des mains d'un homme à une structure, une bureaucratie. Voilà ce qu'est la société anonyme. Un appareil bureaucratique que j'ai baptisé technostructure. La société anonyme